maison, un immeuble, il y aura toujours des charges à payer. Et l'idée, c'est, comme vous l'aurez compris, c'est pour ça que vous êtes là aussi, c'est de vous former au maximum pour prendre en compte tous les paramètres possibles, histoire que dans vos méthodes de calcul, vous n'oubliez pas un facteur et qu'au final, ça change totalement la donne par rapport à ce que vous avez calculé de base. Donc au niveau des charges, l'idée c'est vraiment d'avoir la vue la plus précise, la plus globale possible pour justement, en temps voulu, calculer la bonne viabilité de votre opération. Pour un appartement, bien évidemment, c'est un petit peu différent au niveau du système. On sera ici sur de l'eau chaude, l'eau froide, du chauffage commun ou individuel en fonction du type d'immeuble. On aura les frais de syndic, de concierge si éventuellement c'est le cas. Et pour les appartements, vous avez également ce qu'on appelle le fonds de réserve, où là, on peut appeler ça comme des charges propriétaires. Le fonds de réserve, tout le monde voit ce que c'est? Non? Le fonds de réserve, en fait, c'est ce que vous allez payer vous en tant que propriétaire pour alimenter notamment tout ce qui est rénovation des façades, des terrasses, des toitures, etc. Et donc, c'est une cagnotte en fait commune que tous les copropriétaires vont payer ensemble et qui, en fonction des postes, vont faire que soit ça va directement allouer un poste spécifique, soit vous allez avoir un fonds de réserve qui va augmenter pendant X temps si, imaginons, il y a la réfection des terrasses à budgétiser, et donc là, vous allez voir votre montant de fonds de réserve augmenter. C'est important, et c'est notamment pour ça que c'est pas hyper intéressant pour nous, en tant qu'investisseurs, si on veut gagner de l'argent et être rentable, d'investir dans des grosses copropriétés, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas, en fait, ce facteur de fonds de réserve, qui du coup, si c'est voté la décision de faire passer un gros poste dans les années à venir et que la majorité des propriétaires a voté pour et que vous non, vous êtes obligé, vous aussi, chaque mois, de devoir payer ça. Et donc, si vous l'avez mal budgétisé, si vous n'êtes pas dans un investissement qui vous rapporte de l'argent chaque mois ou qui rapporte un montant très faible, forcément, vous allez vous trouver dans une situation où, imaginons que vous êtes à 50 € de cash flow, qui est très peu, mais voilà, à l'autofinancement, disons, et vous avez un fonds de réserve que vous devez payer qui augmente pour les 3 années à venir, puisqu'il y a un gros poste à changer dans la copropriété. Du coup, en fait, votre cash flow de 50 €, du coup, en fait, votre investissement vous coûte 250 € chaque mois, puisque tout simplement, vous avez votre fonds de réserve qui augmente et donc qui met à mal votre rentabilité. C'est pour ça que c'est important et qu'il faut essayer de le prévoir au minimum. Quand vous achetez un appartement, vous avez des documents que vous devez obligatoirement recevoir. Qui ici peut citer les documents qu'on doit avoir lorsqu'on achète un appartement? Pas tous à la fois. Ouais. On va parler plutôt ici de vraiment juste les documents par rapport aux appartements. En fait, dans une copropriété. Assemblée générale urbanistique. Ouais, c'est ça. Document d'assemblée générale, donc les PV des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 3 dernières années. Et encore un document qui est important. PEB, c'est obligatoire aussi, mais vraiment typiquement par rapport aux apparts. Comment? Ouais, tout à fait. Et là, on a effectivement aussi le décompte des charges à 1 an. Là, non seulement vous allez pouvoir voir les charges réelles par rapport aux biens, et aussi au niveau des PV, comme vous les avez les 3 dernières années, vous savez directement voir si les années qui vont suivre, il y a des gros travaux qui vont être prévus ou pas. Et donc, c'est hyper important de les analyser, puisque bien souvent, on se rend compte qu'on ne lit pas tout ça. Parfois, c'est des PV qui font 20-25 pages par PV. Il y en a 3, et on se dit, c'est un peu lourd, voilà, j'ai envie de passer à l'action directe, je ne vais pas en tenir compte. Sauf qu'en tout petit, à la page 24 de la 31e page, on voit en fait qu'il y a écrit que dans 2 ans, il va y avoir la réfection des terrasses et que donc, il y aura un budget de autant alloué à se diviser entre les copropriétaires, etc. etc. Et comme vous n'avez peut-être pas tenu compte, du coup, quand les 2 ans arrivent, là vous êtes obligé de le faire, parce qu'en fait c'est quelque chose qui avait été budgétisé et voté avant votre arrivée, avant que vous deveniez propriétaire. Donc hyper important de toujours bien lire ces documents pour être sûr de ne pas se faire avoir non plus. Si vous achetez maintenant une maison ou un immeuble, là il y aura des charges aussi bien évidemment, mais différentes. C'est-à-dire qu'on aura donc tout ce qui est eau chaude, eau froide, chauffage, et éventuellement des prestations comme Internet, électricité, assurance incendie, si vous faites notamment une assurance avec abandon de recours. Tout le monde sait ce que c'est une assurance avec abandon de recours? Alors, donc une assurance avec abandon de recours, c'est quoi? Simplement vous qui assurez vous-même le bâtiment et vous répercutez en fait cette assurance dans le loyer que va payer votre locataire. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous faites entrer quelqu'un en fait dans votre bien immobilier en tant que locataire,
si je parle ici donc vraiment de quelque chose de très classique, la personne est censée assurer en fait le bien. Sauf que ce qui se passe parfois, c'est qu'il y a des personnes qui l'assurent pendant 6 mois, 1 an, et puis finalement ils ne reconduisent pas. Et malheureusement, s'il y a quelque chose qui se passe dans l'appartement ou autre, et qu'il n'y a aucune assurance qui est prise, ça pose un gros problème. Au moins, quand vous avez une assurance avec recours d'abandon, vous êtes sûr que le bâtiment est toujours assuré et qu'en cas de problème, vous êtes couvert. Donc ça prend tout son sens aussi de le faire, même quand c'est dans une location classique. Après, ça c'est à vous de voir, mais voilà, ça peut être intéressant également. On a là-dedans, donc bien évidemment, des choses qui sont différentes, puisque si vous louez une maison, un immeuble, tout ce qui est eau chaude, eau froide, chauffage, ce sera supporté en fait par le locataire. Maintenant, si vous faites de la colocation, là vous pouvez budgétiser tout ça aussi pour voir ce qu'il en est au niveau des coûts, mais on y reviendra un petit peu plus tard pour parler de comment est-ce que vous pouvez faire au niveau des colocs ou autres. Est-ce qu'on est sur des forfaits de charges réelles, est-ce qu'on est du forfait de charges ou autre. Tout ça, on y reviendra, mais en tout cas, quoi qu'il arrive dans vos investissements, il faut toujours prendre en compte ces différentes strates ici. L'idéal, quand vous calculez les charges, c'est toujours de prendre une sécurité au moins de 10 à 15%. Parce que, bien souvent, et surtout si vous faites la rénovation, vous êtes avec des consommations, soit que vous ne connaissez pas, ou soit qui vont être différentes, puisque des matériaux, des installations différentes ont été placées. Du coup, pour vous, ça a vraiment du sens de prendre à la base une marge de sécurité, parce que c'est toujours mieux d'avoir dans le sens inverse, d'avoir prévu trop, d'avoir une bonne surprise que de ne pas avoir assez prévu et d'avoir du coup une mauvaise surprise.